Dans l'un des quartiers animés de la ville, le district s'éveillait sous la douce lumière du soleil et l'appel d'un vendeur ambulant résonnant à travers les ruelles étroites. C'était un matin ordinaire, l'odeur du pain frais se mêlait au rire des enfants courant dans les allées. Dans une petite maison à la lisière de la favela, Mathéus et sa femme Anna commençaient leur journée comme d'habitude. Le café frémissait sur le feu, et la vieille radio emplissait la cuisine de nouvelles dont personne ne se souciait vraiment. Leur unique fils, Raphaël, âgé de 9 ans, jouait dans la cour avec un petit ballon rouge, le lançant contre le mur en riant, un rire pur, insouciant, comme une promesse de bonheur. À 10 heures du matin, Raphaël ouvrit la porte en tenant son ballon et lança gaiement. « Je vais juste jouer dehors, Maë. » Anna sourit et lui caressa les cheveux avec tendresse. « Ne t'éloigne pas trop et reviens avant le déjeuner. » Raphaël descendit les marches en courant, son rire résonnant dans la rue, puis disparut dans le dédale d'allées étroites que tous les enfants du quartier connaissaient par cœur. 1 heure passa, puis 2, et toujours aucun signe de Raphaël. Au début, Anna ne s'inquiéta pas. Elle pensa qu'il jouait encore chez un ami. Mais lorsque le soleil commença à descendre derrière les toits, une angoisse silencieuse s'installa dans sa poitrine. Elle sortit dans la rue, appelant d'une voix tremblante. « Raphaël, où es-tu, mon fils ?» Pas de réponse. Elle interrogea les voisins un à un, mais aucun d'eux ne l'avait vu depuis le matin. Lorsque Mathéus rentra du travail ce soir-là, il trouva Anna assise devant la porte, en larmes. À travers ses sanglots, elle murmura « Il n'est pas rentré. On a cherché partout, il n'y a aucune trace de lui. » Mathéus se figea, puis soudain s'élança dans les ruelles, la voix brisée en criant « Raphaël, Raphaël !» La nuit tomba sur le quartier. Les allées autrefois bruyantes devinrent étrangement silencieuses. Les voisins se rassemblèrent, lampe à la main, et la première recherche commença. Mais il n'y eut ni voix, ni bruit, ni trace. Cette nuit-là, Mathéus resta assis devant sa porte jusqu'à l'aube, espérant entendre un coup frappé, un cri, ou même un murmure. Mais seul le vent passa entre les ruelles étroites, emportant avec lui une question obsédante. Où est passé Raphaël ? Ce soir-là, Mathéus et sa femme Anna se rendirent au commissariat, les visages marqués par le choc et la peur, comme s'il était prisonnier d'un cauchemar sans fin. Ils s'assirent devant l'officier de garde, la voix d'Anna rauque d'avoir crié le nom de son fils, et Mathéus serrant la table pour empêcher ses mains de trembler. L'officier parla d'un ton calme et professionnel. Le nom complet de l'enfant ? Raphaël Mathéus, 9 ans. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? À 10 heures du matin. Il est sorti jouer dans la rue et n'est jamais revenu. L'officier nota les détails, puis leva les yeux et posa une question à laquelle il ne s'attendait pas. Soupçonnez-vous quelqu'un ? Mathéus hésita longuement, baissa la tête, puis répondit d'une voix basse et amère. Oui, je soupçonne mon frère, Lucas, et ses fils. L'officier arqua légèrement un sourcil. Votre frère ? Pourquoi le soupçonnez-vous ? Mathéus poussa un long soupir avant de répondre. Le conflit entre nous est ancien, notre relation est brisée depuis des années. Je ne serais pas surpris qu'il me garde encore rancune. L'officier nota la déclaration sans commentaire et ordonna l'ouverture d'une enquête préliminaire, ainsi que la convocation de Lucas et de ses fils pour interrogatoire le lendemain. Mathéus et Anna quittèrent le commissariat dans un lourd silence, sans échanger un mot sur le chemin du retour. Leurs pas étaient lents, et au fond d'eux, ils savaient déjà que la journée commençait par la recherche de leur enfant. S'était achevée par la réouverture d'une vieille porte du passé, une porte qui n'avait jamais été complètement refermée. Dès les premières heures du matin, la police entama son enquête de terrain dans le quartier. Des agents allèrent de rue en rue, interrogeant les voisins, recueillant le moindre renseignement susceptible de mener à Raphaël. Les visages étaient tendus, et l'air chargé de murmures inquiets. À la petite boulangerie, chez le coiffeur, toutes les conversations tournaient autour de la même question, des nouvelles du fils de Mathéus ? Mais la réponse restait toujours la même, le silence. À midi, Lucas et ses 2 fils furent convoqués au commissariat après que leur nom furent apparus dans la déclaration de Mathéus. Lucas s'assit devant l'officier, le visage pâle, marqué par la peur et la fatigue, la voix tremblante. « Monsieur, je n'ai rien à voir avec tout ça. Dieu m'est témoin, je ne ferai jamais de mal à mon frère ni à son enfant. C'est juste, la vie nous a séparés. » L'officier demanda calmement. « Quand avez-vous vu votre frère pour la dernière fois ?» Lucas hésita avant de répondre. « Il y a des mois. On ne se parle plus, on ne se voit plus. » Puis ses 2 fils, Paulo et Daniel, furent interrogés à leur tour. Leurs réponses étaient confuses, nerveuses. Et tous 2 semblaient effrayés, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Lorsqu'ils quittèrent le commissariat,
Lucas marcha lentement, le cœur lourd de colère et de confusion. Pendant ce temps, Mathéus restait à la maison, attendant un signe, un appel, une nouvelle. Il s'accrochait à l'espoir fragile que Raphaël serait retrouvé vivant. Mais au fond de lui, il savait déjà la vérité. L'affaire devenait plus sombre que quiconque ne l'imaginait. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, Mathéus restait assis dans le silence de sa maison, les yeux perdus dans le vide, tandis que le vent s'infiltrait doucement par la fenêtre, emportant avec lui l'écho de tout ce qu'il avait perdu. Ce n'était pas seulement la peur pour son fils disparu, qui le maintenait éveillé cette nuit-là. C'était le retour d'une vieille histoire, d'une blessure enfouie au plus profond de son passé. Tout remontait à bien des années en arrière, à l'époque où les deux frères, Mathéus et Lucas, étaient encore des enfants vivant sous le même toit pauvre et fragile. Pendant l'enquête, Mathéus raconta à l'officier : « Nous avons eu une enfance difficile, monsieur. Notre père était un homme pauvre, venu d'une autre ville dans l'espoir d'une vie meilleure, mais tout ce qu'il a trouvé, c'est la misère. Il buvait trop, jouait, et quand il rentrait les poches vides, il nous battait et s'endormait pendant que nous avions faim. Leur mère restait le plus souvent silencieuse, cachant ses larmes, essayant de rassembler de quoi nourrir ses fils. Avec les années, les racines de la rancune commencèrent à pousser entre les deux frères. La pauvreté, la jalousie, les comparaisons incessantes. Tout cela érigea entre eux un mur que rien ne pourrait abattre. À 17 ans, Mathéus était déjà plus stable et réfléchi que son frère, tandis que Lucas avait hérité du tempérament de leur père. Impulsif, joueur, colérique. Mathéus se souvenait avec douleur : « À cet âge, j'ai commencé à travailler dans le commerce, faisant toutes sortes de petits boulots. Et puis j'ai décidé de me marier, même si tout le monde était contre. Je voulais juste un nouveau départ, loin de toute cette souffrance. Le mariage se fit à contre-cœur. Aucune des deux familles n'y croyait vraiment. Mais le conflit ne s'arrêta pas là. Les disputes et les rancunes se poursuivirent, jusqu'au jour où Mathéus décida de tout quitter. Il partit s'installer dans une ville frontalière éloignée, et de là, commença son voyage vers les États-Unis, à la recherche d'une autre vie. Sans se douter que cette seule décision changerait à jamais le destin de sa famille. Après des mois d'efforts, Mathéus réussit enfin à quitter le Brésil, direction l'Allemagne, poursuivant un rêve de travail et de vie meilleure. Une chance de reconstruire sa dignité après des années de pauvreté. Il arriva là-bas jeune homme de 20 ans, seul, sans connaître personne, sans parler la langue, armé seulement de sa détermination. Au début, il accepta tous les emplois possibles, dans des usines, dans des restaurants, au lavage de voitures. Tout ce qui pouvait rapporter quelques euros. Chaque centime gagné, il l'envoyait à sa femme Anna, restée au Brésil, lui demandant de rester forte, et lui promettant qu'un jour il reviendrait pour leur offrir une vie meilleure. Les années passèrent, et Mathéus lutta sans relâche dans un pays qui ne pardonnait rien. 10 années de dur labeur et de solitude, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à épargner assez pour vivre dignement. Pendant ce temps, au Brésil, son frère Lucas menait une vie bien différente. Il travaillait comme petit vendeur au marché local, mais son absence de discipline, ses paris et son goût pour l'alcool, anéantissaient chaque effort. Les dettes s'accumulaient, et bientôt, il devint connu comme un homme qui avait perdu le contrôle. À la mort de leur père, Lucas retourna vivre dans la vieille maison familiale, tandis que Mathéus, encore à l'étranger, assumait à distance toutes les responsabilités financières. Après 10 longues années d'exil, Mathéus revint enfin au Brésil. Il rentra transformé, confiant, prospère, respecté. Il acheta une maison, ouvrit une petite épicerie et un restaurant, et Anna l'accueillit avec fierté et soulagement. Pendant un temps, le bonheur sembla possible. Mais il ne dura pas. La relation entre les deux frères ne guérit jamais. Plus Mathéus réussissait, plus Lucas s'enfonçait dans ses vices. La distance entre eux grandissait, leur silence plus pesant que n'importe quelle dispute. Et bien qu'ils vivent dans la même ville, leur monde ne se croisait plus. C'était comme si la haine de leur enfance avait grandi avec eux, attendant patiemment le jour où elle exploserait de nouveau. Après son retour, Mathéus tenta de tourner la page, de reconstruire un pont entre lui et son frère Lucas. Mais la blessure ancienne était trop profonde. À présent, Lucas avait 3 fils, tandis que Mathéus en avait 2. Le sang les liait, mais la rancune séparait leur famille comme un mur. Chaque rencontre se terminait dans un silence gêné, des regards chargés de méfiance et d'orgueil. Il n'y avait plus de visites, plus de repas partagés, plus de rires entre neveux et cousins. Les deux maisons n'étaient séparées que de quelques rues, mais la distance entre leurs cœurs était incommensurable. Avec le temps, la vie de Lucas sombra encore davantage dans le chaos.
Il devint le reflet de l'homme qu'ils avaient autrefois craint, leur père. Il buvait, jouait, perdait de l'argent à chaque occasion, tandis que ses deux fils travaillaient de longues heures au marché pour maintenir la famille à flot. Polo et Daniel tentaient de cacher leur honte, mais tout le quartier savait. Leur père se détruisait un peu plus chaque jour. Pendant ce temps, Mathéus était devenu tout ce que Lucas n'était pas. Un homme prospère, stable, respecté. Il possédait sa maison, un restaurant toujours plein, et une boutique florissante. On l'admirait pour sa bonté et sa générosité. Mais le succès ne pouvait effacer l'amertume du passé. De temps à autre, des rumeurs parvenaient jusqu'à lui. Des moqueries, des reproches murmurés par son frère, des accusations anciennes qui rouvraient de vieilles blessures. Lorsque la fille de Mathéus atteignit l'âge du mariage, Polo, le fils aîné de Lucas, demanda sa main. Mathéus refusa, fermement, publiquement. Le rejet provoqua une tempête entre les deux familles. Ce qui avait longtemps été une rancune silencieuse devint une guerre ouverte de mots. L'orgueil, la douleur et des années de haine s'embrasèrent comme du bois sec. À partir de ce jour, le lien entre les frères fut définitivement rompu. Il n'y eut plus de salutations dans la rue, plus de regards au marché, plus de traces de chaleur ou de pardon. Ils devinrent des étrangers respirant le même air. Unis par le sang, mais divisés par tout le reste. Les mois passèrent, et le silence entre les deux familles s'épaissit encore. Personne ne parlait plus de réconciliation. Le passé avait érigé un mur trop haut pour être franchi. Mais dans le cœur de Mathéus, une inquiétude nouvelle s'enracina. Il vieillissait, s'enrichissait, et pourtant, il faisait de moins en moins confiance à son entourage. Surtout à son frère Lucas, qui continuait à parler de lui avec amertume en public. Un soir tranquille, Mathéus confia à sa femme. « Anna, j'ai peur. J'ai peur de ce qu'il adviendra de notre argent après ma mort, et je crains pour nos filles. La convoitise, la jalousie, même de mon propre frère. » Anna le regarda avec étonnement. « Mais c'est ton frère, Mathéus. » Quoi qu'il se soit passé. Mathéus baissa les yeux et murmura. « Le sang ne garantit pas la loyauté, Anna. Parfois, ceux qui te sont les plus proches sont ceux dont tu dois le plus te méfier. » Quelques jours plus tard, Mathéus prit une décision qui allait tout changer. Il vendit la majorité de ses biens, convertit tout en argent liquide, et demanda à sa femme de le cacher, de le partager uniquement entre leurs filles si jamais il lui arrivait quelque chose. Il était hanté par une peur étrange, comme un pressentiment que le mal approchait. Anna tenta de le rassurer, mais au fond, elle partageait son inquiétude. Puis un jour, Anna tomba malade. Une maladie soudaine qui l'emporta en une semaine. Sa mort fut naturelle, paisible même, mais elle brisa complètement Mathéus. Après les funérailles, Mathéus changea. Il cessa de se rendre au restaurant, ouvrit rarement sa boutique, et passa ses journées assis en silence sur le perron. Ses deux filles étaient mariées, vivant dans des villes éloignées. Elles venaient quand elles le pouvaient, mais chaque départ creusait un peu plus sa solitude. Les voisins murmuraient que l'homme fort et prospère d'autrefois n'était plus qu'une ombre de lui-même. Un jour, ses filles revinrent le voir et le trouvèrent affaibli, silencieux. Elles décidèrent d'agir, de ramener un peu de chaleur dans sa vie. « Père, dit doucement l'aîné, tu ne peux pas vivre ainsi. Tu as besoin de quelqu'un pour veiller sur toi. D'une compagne. » D'abord, Mathéus refusa. Mais les jours passant, et le silence devenant insupportable, il finit par céder. Quelques mois plus tard, il se remaria, avec une femme douce, bienveillante, qui lui promit de prendre soin de lui. Jusqu'à la fin de ses jours. Et pour la première fois depuis longtemps, Mathéus sourit à nouveau. 2 jours s'étaient écoulés depuis la disparition de Raphaël, 2 longues journées douloureuses, remplies de peur, de recherche et de silence. La ville semblait enveloppée de deuil. Les mères serraient leurs enfants contre elles, comme si le vent lui-même pouvait les emporter. Au commissariat, le jeune officier était assis à son bureau, feuilletant des rapports d'un regard fatigué. Chaque piste avait mené à une impasse. Puis, au matin du 3e jour, le téléphone sonna dans la salle des opérations. L'appel venait d'un vieil homme, qui habitait près de la forêt, aux abords de la ville. Sa voix tremblait. « Monsieur l'agent. Il y a une odeur étrange qui vient des bois. Je crois qu'il y a là quelque chose de mort. Et j'ai vu un petit morceau de tissu, on aurait dit celui d'un enfant. » Les policiers échangèrent un regard. Quelques instants plus tard, des voitures fonçaient dans les ruelles, sirènes hurlantes, le cœur serré par la crainte de ce qu'ils allaient découvrir. La forêt était étrangement silencieuse, comme si elle savait ce qui les attendait. Le sol était humide, les branches craquaient doucement sous leurs pas. Soudain, un policier cria « Par ici. Vite !» Les autres accoururent vers la voie. Là, sous un tas de feuilles et de branchages secs,
un petit pied nu dépassait. L'agent s'agenouilla, les mains tremblantes, écartant les branches, et Raphaël apparut immobile sur le côté, le visage tourné vers la terre, une légère marque violacée au cou, là où la mort avait laissé sa trace. Pas de sang, pas de blessure, rien que le silence, lourd, étouffant. Quelqu'un murmura, « Seigneur, aie pitié. » Ce n'était qu'un enfant. Le médecin légiste fut appelé, et le corps de Raphaël fut délicatement placé dans un sac noir. L'agent resta longtemps à le fixer, l'esprit assailli de questions sans réponse. Le soir venu, une voiture de police s'arrêta devant la maison de Mathéus. Il se tenait près de la porte, attendant, comme s'il savait déjà ce qu'ils allaient dire. Quand l'agent s'approcha, Mathéus n'eut pas besoin d'entendre les mots. Il le vit dans leurs yeux. Il s'effondra à genoux, un cri déchirant la nuit, « Mon fils !» Mon petit, Raphaël. Les voisins accoururent de tous côtés, Anna s'évanouit, et tout le quartier s'enfonça dans la douleur. C'était comme si le ciel lui-même s'était abattu sur eux. Cette nuit-là, l'officier lut, au bureau, le rapport qui allait changer toute l'enquête. Heure du décès, environ 24 heures. Déclaration de disparition, 48 heures. Cause du décès, asphyxie. Aucune trace de coup de couteau ni de blessure externe. L'agent se figea. Il murmura, « Ça veut dire que l'enfant était vivant 2 jours après sa disparition. On l'a retenu quelque part, puis on l'a étouffé. » Il releva la tête et dit à voix haute, « Ce n'est pas un acte au hasard. Quelqu'un a planifié ça, quelqu'un qui voulait faire mal. » À cet instant, l'affaire cessa d'être celle d'un enfant disparu. Elle devint la traque du nombre. D'une personne qui les connaissait tous, et qui observait depuis l'obscurité. La nuit pesait sur la ville, et chaque foyer attendait avec angoisse. Des nouvelles de l'enquête qui avait bouleversé le quartier. Au commissariat, le jeune officier relisait le rapport du légiste, cherchant un sens entre les lignes. Le document était clair et implacable, heure du décès, 24 heures. Heure de disparition, 48 heures. Cause, asphyxie, aucune blessure visible. L'officier leva les yeux, la voix ferme et nette. Ça signifie que l'enfant était vivant pendant 2 jours après sa disparition, et qu'il est mort alors que Lucas et ses fils étaient déjà en garde à vue. Un lourd silence tomba, puis, avec calme, il déclara, « Il n'y a plus aucun élément contre eux. Relâchez-les immédiatement. » Lucas entra dans la salle d'interrogatoire, le visage blême, les yeux creusés par des nuits sans sommeil. Quand il entendit la décision, il demeura figé, comme s'il n'y croyait pas. L'officier dit doucement, « Monsieur Lucas, l'enquête établit que vous n'avez aucun lien avec le crime. Vous et vos fils êtes libres. » Lucas regarda autour de lui, perdu, et souffla, comme s'il avait peur d'y croire. « Vous voulez dire que je suis innocent ?» L'agent hocha la tête. « Oui, tous les indices vous disculpent. » Lucas renversa la tête, ferma les yeux, et inspira profondément. Comme un homme qu'on tirerait d'une tombe. Il quitta le commissariat en silence, le pas lent, le cœur alourdi d'épuisement et de doute. Devant le commissariat, une patrouille moteur allumée attendait. À l'intérieur, une chemise rouge scellée portait en lettres grasses. Affaire Raphaël Mathéus, phase 2. L'officier suivit la voiture du regard qui s'enfonçait dans la nuit, sa cigarette rougeoyant faiblement. Il dit à son collègue, à voix basse, « Quelque chose ne colle pas. Ce crime n'est pas spontané. Il y a là de l'histoire, du sang, de la douleur, et quelque chose de plus ancien que nous tous. » La fumée se dissipa dans la nuit, s'évaporant dans le même silence. Qui avait avalé le dernier souffle de Raphaël? Les jours passèrent après les funérailles de Raphaël, mais la maison de Mathéus resta enveloppée de silence et de chagrin. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si l'air était devenu trop lourd pour être respiré. Mathéus passait ses journées près de la fenêtre, le regard perdu au-delà de l'horizon, n'entendant que l'écho du rire de son fils. Il parlait peu, et quand il le faisait, ses mots se brisaient comme des feuilles sèches au vent. Parfois, il croyait entendre la voix de Raphaël chuchoter, « Papa. Tu étais si près, pourquoi ne m'as-tu pas trouvé ?» Chaque fois, son corps tremblait, ses mains couvraient son visage, comme si la culpabilité elle-même lui écrasait la poitrine. Anna l'observait en silence, craignant ce que la solitude pourrait faire de lui. Elle savait que la douleur ne vivait plus seulement dans son cœur. Elle hantait chaque coin de leur foyer. À l'autre bout du quartier, dans la petite maison de Lucas, une autre tension régnait. Même si Lucas et ses fils avaient été relâchés, la peur s'accrochait encore à eux. Des murmures les suivaient partout. Peut-être qu'il l'a fait. Un frère ne ment pas pour rien. Mais la vérité était autre. Le trouble de Lucas et de ses fils lors de l'interrogatoire ne venait pas de la culpabilité, mais de la crainte d'un quiproquo.
Ce soir-là, quand tout le quartier cherchait Raphaël, Polo et Daniel avaient vu quelque chose d'étrange. Ils avaient aperçu Raphaël marchant dans la rue avec une femme grande, dans la trentaine, le visage couvert d'un foulard. Un moment, ils se figèrent. Elle ressemblait tant à leur sœur. Même taille, même cheveux sombres. Polo avait murmuré, « Ce n'est pas notre sœur ?» Daniel hésita, « Je ne sais pas, ça y ressemble. Mais ce n'est pas possible. » Ils ne dirent rien à personne. Ils avaient peur que leur sœur soit mêlée malgré elle. Si la description parvenait à la police. Alors, lors de l'interrogatoire, ils bégayèrent, se contredirent. Pris entre la vérité et la peur. Quelques jours plus tard, Lucas assembla ses fils. « Dites-moi la vérité, dit-il calmement. Pourquoi étiez-vous si nerveux ce jour-là » Ils lui racontèrent tout. Leur sœur, assise non loin, porta la main à sa bouche, bouleversée. « Moi ? Vous avez pensé que c'était moi ?» sanglota-t-elle. « J'étais au marché avec maman ce matin-là. Comment avez-vous pu l'imaginer ?» Lucas la regarda avec des yeux pleins de douleur. « Pardonne-nous, ma fille, nous étions perdus, effrayés. La peur fait voir ce qui n'existe pas. » Elle éclata en larmes, et Lucas la serra contre lui. Pour la première fois depuis des années, leur famille se tint unie, coupable et soulagée. Mais cette nuit-là, Lucas ne dormit pas. Assis près de la fenêtre, il fixait la lune pâle au-dessus des toits. « Si ce n'était pas elle, » chuchota-t-il, « alors qui était cette femme ? Qui était-elle, et que voulait-elle à Raphaël ?» Il serra les poings, le cœur déchiré entre miséricorde et soupçon, entre un passé à oublier et une vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Enfin, il se leva, et sa voix brisa le silence. « Je dois voir mon frère. Il mérite de savoir, même si cela nous détruit tous les deux. » Par un matin lourd et couvert, Lucas fit ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il marcha jusqu'à la maison de son frère Mathéus. La distance était courte, mais pour Lucas, elle semblait durer une vie. Chaque pas faisait remonter des souvenirs. L'enfance, les disputes, la voix du père, et ces années de silence dressées entre eux comme un mur. Arrivé au vieux portail, il s'arrêta, hésita, puis frappa, une fois, deux fois. Jusqu'à ce qu'une voix lasse réponde, « Qui est là ?» Il avala sa salive, « C'est moi. Lucas. » La porte s'ouvrit lentement. Mathéus était là, les yeux rougis et gonflés, le visage pâle et creusé, comme si le chagrin avait aspiré sa vie. Ils se firent face en silence. Les années de colère, de culpabilité et d'éloignement pesaient entre eux. Lucas parla le premier, la voix tremblante. « Mathéus, je ne suis pas venu pour me justifier ni me disputer. Je suis venu te dire ce que j'ai vu. Quelque chose que tu dois savoir. » Ils s'assirent dans le petit salon. L'air sentait l'encens et la solitude. Lucas fixa le sol, puis dit doucement, « Ce jour-là, quand Raphaël a disparu. Mes fils l'ont vu. Ils l'ont vu marcher avec une femme. Grande, la trentaine, le visage couvert d'un foulard. D'abord, ils ont cru que c'était leur sœur. Mais plus tard, ils ont compris que non. » Mathéus se figea. Sa voix trembla. « Une femme ? Dans la trentaine ? Grande ? » « Oui, » dit Lucas. Ils n'ont pas bien vu son visage. Mais sa silhouette, sa façon de marcher, ils s'en souviennent. Les yeux de Mathéus s'écarquillèrent. Son souffle se coupa. Il murmura, « Une grande femme. » La trentaine, la même description. Il se tut brusquement. Ses mains tremblaient, s'accrochant à la table. Puis, d'une voix basse, brisée, « Les marées de mon passé me rattrapent, Lucas. Je ne peux plus y échapper. » Lucas le fixa, inquiet. « Qu'est-ce que tu veux dire, Mathéus ? Quel rapport avec ton passé ?» Mathéus releva lentement la tête, le regard plein de culpabilité et de chagrin. « Pas ici, » chuchota-t-il. « Demain, j'irai avec toi au commissariat. Je dirai tout. Il y a des choses que je cache depuis trop longtemps. » Lucas voulut en savoir plus, mais Mathéus se contenta d'aller vers la fenêtre et de regarder le soleil couchant en silence. « Certains secrets, dit-il doucement, ne restent pas enterrés. Un jour, ils remontent. Même depuis la tombe. » Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit. Lucas, hanté par les questions. Mathéus, prisonnier de souvenirs. Qu'il avait passé des années à fuir. Un passé revenu pour le réclamer. Le matin entra lentement chez Mathéus, comme s'il craignait de toucher des murs trop longtemps chargés de peine. Il s'assit à sa place habituelle, la photo entre les mains. Mais son visage avait changé, celui d'un homme décidé à parler. « Lucas, je t'ai promis de tout te dire. Peut-être que le moment est venu. » Lucas s'assit en face, silencieux, de peur qu'un mot n'interrompe l'aveu. « Je l'ai épousée après 1 an. Elle me traitait avec la tendresse d'une mère, et je jouais le mari dévoué. Elle me disait, « Tu es le dernier cadeau que la vie m'a fait. » Et moi, je ne pensais qu'à l'avenir, et à l'argent. Il releva soudain la tête, le regard lointain, la voix baissant d'un ton. « Mais elle avait une fille.
Clara. Elle devait avoir 27 ans, grande, blonde, les yeux bleus comme la mer. Elle m'a haï dès le premier jour. Elle disait, « Tu n'es pas là par amour, tu es là pour la voler. » Il se leva, fit quelques pas. Elle m'épiait, me suivait, notait mes dépenses, mes sorties. Je l'ignorais, mais avec le temps, notre silence est devenu un feu sourd. Il se rassit, la voix tremblante. Un jour, elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « C'est moi qui te jugerai quand ma mère ne sera plus là. » Il inspira profondément, comme s'il plongeait dans des ombres lointaines. Après 10 ans de mariage, Elena est tombée très malade. Je me suis occupé d'elle à l'hôpital, mais même là, j'envoyais de l'argent au Brésil, la maison, la boutique, le restaurant. Je préparais une nouvelle vie. Il fixa Lucas. Quand Elena est morte, Clara a perdu pied. Elle est allée voir la police, a dit que je l'avais empoisonnée. Ils n'ont rien trouvé. Le tribunal m'a acquitté. J'ai décidé de rentrer. Je ne l'ai plus jamais revue, sauf une fois. Il s'interrompit, hésitant. Puis, d'une voix basse, elle était à l'aéroport, loin. Elle ne parla pas. Elle tenait la photo de sa mère, et me regardait d'un regard qu'une âme n'oublie jamais. Il resta longtemps silencieux, puis reprit, la voix brisée. Lucas, la femme que tes fils ont vue. Sa description, c'est Clara, exactement. La même taille, le même âge, les mêmes cheveux blonds, plus sombres, peut-être, comme quand la ville endurcissait et qu'elle l'éteignait. Peut-être qu'elle est venue, peut-être qu'elle a joué avec mon fils pour me faire tout perdre, comme elle a tout perdu. Il cacha son visage dans ses mains et chuchota, « C'est ma faute. » Tout a commencé avec moi, même la mort de Raphaël. Lucas se rapprocha et s'assit à ses côtés. Il ne dit rien, parce que parfois, entre frères, aucun mot n'est nécessaire. Les jours suivant l'aveu de Mathéus, la police rouvrit le dossier, non pour l'accuser, mais pour retrouver la vérité sur la mystérieuse Clara Heinrich. Son nom fut transmis à l'unité internationale, et, une semaine plus tard, une réponse parvint des autorités allemandes. Un dossier marqué confidentiel arriva sur le bureau de l'enquêteur principal. À l'intérieur, des photos, des relevés de voyage, et un rapport officiel. Le document indiquait que Clara Heinrich avait quitté l'Allemagne 2 ans plus tôt, passant par le Portugal, puis vers le Brésil sous une fausse identité. Le passeport était falsifié, mais traçable jusqu'à la région où Mathéus avait jadis vécu. La dernière trace confirmée de sa présence, un hôtel sur la côte sud du Brésil, 3 jours après le meurtre de Raphaël Mathéus. Une semaine plus tard, un pêcheur découvrit son corps rejeté par la mer, près des falaises de Santa Catarina. Aucune pièce d'identité sur elle. À son poignet, une petite chaîne, avec un médaillon contenant une photo scellée. Sa mère, Elena Heinrich, souriante, aux côtés de Mathéus, sur un cliché pris des décennies plus tôt, à Berlin. La cause de la mort était claire, noyade. Dans la poche de son manteau, un mot, 2 mots seulement, tremblés en allemand, maintenant, c'est juste. Lorsque la police brésilienne reçut le dossier complet, le chef d'enquête resta seul dans son bureau, la chemise ouverte devant lui. La pluie frappait la fenêtre, chaque goutte martelant le poids de l'affaire. Il alluma une cigarette, inspira, murmura, « Justice, vengeance. » Elles ont toujours partagé la même route. Il parcourut les dernières photos. Le corps de Clara sur la grève, le médaillon, l'écriture tremblée. Puis son regard s'arrêta sur un détail. Le médaillon n'était ni rouillé ni rayé par la mer. Trop propre, trop récent. Un pli barra son front. Il se renversa sur sa chaise et souffla, ou peut-être que quelqu'un l'a placé là. Après sa mort, il regarda la fenêtre ouverte, la fumée se tordant sous la pluie. Mathéus est parti, Clara aussi, mais la vérité, peut-être pas. Il referma lentement le dossier et écrivit la dernière note au résumé de l'affaire, dossier clos pour décès réciproque. Mobile, vengeance, observation, incohérence persistante, possible manipulation d'indices sur la scène finale. Des semaines plus tard, on aperçut un vieil homme marchant le long des falaises de Santa Catarina. Il portait un manteau simple, sans sac, et déposa une fleur blanche au bord du précipice. Avant de disparaître sur le sentier rocheux, personne ne sut qui il était. Mais les habitants disent que, certains jours, quand le vent forcit et que la mer se déchaîne, on peut entendre 2 voix au loin. L'une qui pleure, et l'autre qui demande pardon.